Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Ève Ruggieri, merci d'être avec nous ce matin, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes une légende de la radio, de la télévision. Voilà. Et vous publiez un très beau livre, Au cas où je mourrais, ce sont vos mémoires. Alors, le titre est culotté. Oui, hein. oui, le titre est culotté. Votre éditeur n'a pas dit, oh là là, ça va être angoissant. Il a éclaté de rire, et parce qu'il est plutôt positif, mon éditeur. Oui. Mais j'ai vu des gens qui me disaient, oh, c'est un peu triste, vous n'allez pas nous quitter maintenant. Et j'ai dit, mais l'idée, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'on n'a pas le droit de mettre un point d'interrogation sur une couverture. Ah bon? On met pas, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, je mets à l'intérieur, évidemment. C'est une jeune aristocrate au XVIIIe siècle qui avait commencé son journal comme ça, au cas où je mourrais. Mais c'était la Révolution, donc effectivement, il y avait quelques possibilités de passer à la guillotine. Ce qui n'est pas mon cas, je l'espère en tout cas. Mais je me suis dit que c'était amusant et que voilà, ça laissait ouvert à plusieurs possibilités. Et c'est un livre qui n'est pas du tout triste, on peut le dire. Non. Ce sont des tranches de vie, des petits chapitres extrêmement bien troussés, comme on dit, des rencontres qui ont jalonné votre vie, les événements. On parle beaucoup de télé. Hein. Oui, il y a pas mal de télé. Eliane Victor, Eliane Victor. Eliane Victor, oui. Moi, j'ai été formée par 3 personnalités très fortes. Pierre Vigne pour France Inter, qui a dirigé France Inter au grand moment des sondages fabuleux. Ensuite, Eliane Victor pour la télévision et Pierre Desgros pour la musique classique. Donc, difficile d'avoir de meilleurs profs. Comment vous expliquez qu'il n'y a plus du tout de musique classique à la télé française ? Je sais pas, quand je suis optimiste, je me dis je suis irremplaçable et puis ça me fait beaucoup rire tout de suite, Dieu merci. Non, je pense que déjà, moi je suis partie, en fait ça a duré 28 ans, hein, musique classique, musique au cœur, et je suis partie quand le service public a commencé à s'ouvrir avec des sociétés privées. C'est-à-dire que Musique au cœur, qui était du service public, a été produit avec une société de 2 garçons extrêmement sympathiques, mais qui n'avaient pas les moyens, ou en tout cas qui calculaient, eux, leur marge, pas sur l'or versé au service public, or, entre guillemets, parce que c'est jamais assez. Et donc, j'étais habituée à un tel luxe. On avait 4 caméras quand c'était nécessaire, les meilleurs preneurs de son, les meilleurs éclairagistes. Et puis ça coûte cher aussi d'avoir des musiciens, d'avoir un orchestre. Voilà. Donc je me suis dit que je préférais laisser ma place. Bon, ça faisait 28 ans, je pouvais décemment me reposer un peu. Il y a Anne Sinclair avec fauteuil d'orchestre. Et puis il y a Claire Chazal. Et puis il y a Claire Chazal avec le grand échiquier, mais qui sont toutes les deux merveilleuses. Mais ça mélange plein d'autres musiques. Claire Chazal. Pas Anne Sinclair. Anne Sinclair, fauteuil d'orchestre, c'est vraiment de la musique classique, mais c'est très peu régulier. Je crois qu'elles ont que 2 émissions par an, grosso modo. C'est 3 fois. Moi, c'était toutes les semaines. Toutes les semaines, 1h15 toutes les semaines. Et vous pensez que les gens écoutent moins de musique classique ? Non, je crois pas. Je crois pas. Parce que nous, notre public, c'est vraiment des gens qui aiment la musique classique. Et puis, tous ceux que pendant des années, j'ai amenés vers ce genre-là qui leur paraissait, Dieu sait pourquoi, inaccessible. Et qui se retrouvent... moi, je viens de Brive, là, pour le festival. Enfin, la foire du livre. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous a dit, pourquoi vous revenez pas mais qu'est-ce qui vous a pris de partir mais on n'a plus rien. Et à la radio, d'ailleurs, c'était pareil. Grosso modo, les gens de radio, de radio classique, j'ai quitté. Je devais rester 1 an. Oui, c'est ce que vous racontez dans le livre. Vous aviez dit, OK, mais alors un contrat à durée déterminée pendant 1 an. Vraiment, ils m'ont poursuivi. Le directeur de l'époque m'a poursuivi jusqu'à Aix-en-Provence, où je devais travailler pour le festival. J'étais en train de déjeuner, je le vois arriver. Je lui avais déjà dit non au moins 10 fois. Et puis vous avez accepté pour 1 an et puis ça a duré... Et cette radio est une radio tellement agréable pour la musique classique. Ce n'est que de la musique classique. Que de la musique classique. Donc il y a quand même des espaces encore aujourd'hui. Stéphane me dit il y a aussi Arte qui régulièrement diffuse des concerts. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors peut-être poser la question à Ève, est-ce que vous regardez la télévision ? Moi en ce moment, parce qu'il y a des images qui me plongent dans un désespoir total, qui me rendent malade. Et donc j'essaie mettre des barrières. J'essaie de pas entrer là-dedans. Je sais ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Je suis parfaitement au courant parce que c'est une histoire qui dure depuis tellement longtemps et qui ne pouvait que tourner comme ça quand on y réfléchit.
Et donc, je ne veux pas voir ça. Vous pouvez regarder d'autres émissions? Non, puis, oui, si je regarde beaucoup la 5. Oui, alors là, ça fait beaucoup rire ma famille parce que j'adore les films de kung-fu. Ah. Voilà, donc ils sont catastrophés, ils me regardent comme une débile profonde, ce que j'accepte. De temps en temps, ils essaient de me couper mon film en plein milieu pour voir côté de mon compagnon un match de foot. Pour les autres, c'est plutôt... Non, je regarde une émission dont je ne sais pas le nom, évidemment, où il y a, qui est vraiment très bien faite, justement. Alors, je préfère regarder des débats intelligents sur ce problème actuel qui nous concerne tous, que des foires d'empoigne. Images, voilà. Allez, Gilles Zapping, alors. La marche contre l'antisémitisme donc n'arrête pas de faire débat depuis dimanche dans les médias. Hier, il y avait une petite musique. Pourquoi il n'y avait pas de musulmans dans cette marche? Petit zapping chez Quotidien. Ce qui est frappant dans la manifestation d'hier, c'est l'absence de nos compatriotes de confession musulmane. Il manquait la France insoumise, mais il manque quelqu'un d'autre, c'est la communauté musulmane. Je n'y ai pas vu beaucoup de musulmans, pour employer un doux euphémisme. Pour moi, il y avait un grand absent dans cette manifestation, c'est la communauté musulmane. Cette marche était magnifique. Il manquait beaucoup de monde. Et je sais très bien à qui je fais allusion. Ils étaient très minoritaires, mais on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas là. Oui, j'en sais rien. C'est sidérant d'être. Mais continuez. Une religion, c'est marqué sur le visage? Et interrogé sur la question à la sortie de l'Elysée, où il était reçu avec les représentants des cultes par Emmanuel Macron, le grand rabbin de France a refusé de rentrer dans la polémique. Il y avait des musulmans dans la marche. J'allais dire, grâce à Dieu, personne n'avait à montrer un certificat de baptême ou de circoncision pour participer à cette marche. Une parole saine du rabbin à la sortie de l'Elysée. On a été surpris, Valérie, par les répétitions de la question sur le Hamas à Daniel Obono par Jean-Jacques Bourdin. Vous savez qu'il a répété la question une dizaine de fois. En fait, c'est une pratique journalistique qui est très ancrée aux États-Unis et en Angleterre. Il serait une star en Angleterre, notre Jean-Jacques. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, le journaliste Piers Morgan recevait le député Jeremy Corbyn, qui est un peu le Jean-Luc Mélenchon anglais, qui a été plusieurs fois épinglé pour son antisémitisme. Vous savez combien de fois il a posé la question est-ce que le Hamas est terroriste? 26 fois, non 15 fois. Écoutez un extrait. Can you call them a terror group? You answer it. No, it's my show. You answer my question. Well, are Hamas a terror group? Listen, Are they a terror group? Piers, can I speak? Answer the question. Can I speak? Are they a terror group? If you let me speak, are they a terror group? If you'll let me speak, I'll say something. Go on then. Are they a terror group? I said that because are they a terror that is group? Part of the process. Are they a terror group? Ils ont copié Jean-Jacques. Ils ont copié Jean-Jacques, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais oui, c'est incroyable. Ils ont pris des leçons. Mais oui, voilà. À la mairie de Paris, le combat de Rachida Dati, contre Anne Hidalgo. Alors, elles sont remontées sur le ring, nos deux politiques. Mais cette fois-ci, Anne Hidalgo a donné le premier uppercut. Pas encore dans les cordes. Rachida Dati a répondu dans le Quotidien. Vous avez convoqué la presse pour qu'il y ait un show. Voilà, vous êtes, messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show. Depuis ce matin, je reçois des messages. Alors, le Dati Show. Vous assumez le Dati Show? Non, parce que vous savez, c'était une séance sérieuse. Ce conseiller de Paris, il est consacré au débat d'orientation. Ça vous a pas fait rire? Ah non, moi j'ai fait une intervention, franchement, structurée, technique. Madame Hidalgo dit... pas de voiture, elle éteint le chauffage à 15h à la mairie, que des contraintes et des astreintes. Et elle, 41 tonnes de bilan carbone. Enfin, il faut arrêter. Bon, est-ce que vous suivez Rachida Dati Absolument. Ce combat, ça vous amuse? Je vous ai vu sourire. Absolument. Mais je suis partagée parce que contrairement à la plupart des Parisiens, j'ai rien contre Anne Hidalgo. Je trouve qu'elle a hérité un Paris qui n'avait pas été restauré depuis la nuit des temps par son prédécesseur, qu'elle s'est appuyée toutes les conduites souterraines, enfin tout ce qu'il fallait refaire d'urgence. Et que tout le monde lui en veut parce qu'on circule mal, évidemment, quand on fait des travaux, on circule mal. Voyons voir si les délais seront tenus. Quant à Rachida, je l'adore parce qu'elle a un franc-parler. Je suis sûre qu'elle pourrait être copine toutes les deux, mais bon, c'est pas le cas pour l'instant. Je pense qu'elles l'ont été à un moment. Peut-être, et que après, je la regardais hier sur Radio Monte Carlo, enfin TV Monte Carlo, où elle était formidable parce qu'elle peut pas mentir. Quand on lui a dit, mais alors, qu'est-ce que vous pensez des mesures prises par votre famille politique? Vous trouvez que c'est une bonne idée, l'histoire de plus pouvoir servir des cartes pour se ravitailler?
Elle a fait oui, enfin moi je leur avais dit, enfin, mais vous qu'est-ce que vous pensez? Ah ben moi je suis contre. Oui. Et elle a dit moi je peux pas mentir, j'ai toujours dit les choses. Et c'est quelqu'un qui est très sincère, qui a une énergie. Vous imaginez le parcours qu'elle a. Bien sûr. Il suffisait de regarder le très beau film qui a suivi, qui s'appelle, je crois, Un arabe à la télévision. Qui était un documentaire formidable. Les Arabes à la télé française. Formidable, parce qu'on comprend ce qu'était... Toute l'évolution et toute l'arrivée dans les médias. Et la honte de les avoir reçus comme ça. Exactement. Je ne sais pas quelle audience ça a fait d'ailleurs sur Quotidien. C'était produit par les équipes de Quotidien. Alors ça a été évoqué ce matin dans la matinale de Patrick Roger. Vous connaissez le nouveau phénomène chez les Jones, Valérie? Le tabac... c'est ça, donc vous parlez le tabac chiqué qui se met dans les... Quand on est journaliste, il faut goûter, sans ça, c'est pas de quoi. Exactement, et maintenant c'est des petites perles, vous savez, comme dans le thé, qui se lâchent et qui lâchent de la nicotine, alors ça fait un tabac dans... C'est une très mauvaise idée. Très mauvais, oui. C'est une très mauvaise idée. Petit reportage sur BFM. Ce sont des petits sachets de nicotine à laisser dans la bouche et qui libère comme ça. Alors ça fond pas exactement, à l'intérieur la substance fond effectivement et ça libère de la nicotine. De plus en plus de jeunes et même de très jeunes les ont testés. Témoignage à la sortie d'un établissement scolaire. On est dans un collège ou un lycée. Ça nous arrache un peu la gencive et ensuite ça a fait un peu tourner la tête, tout ça. Ça permet d'être plus discret que la cigarette. J'en ai déjà pris quelques fois, c'est frais dans la bouche, la tête qui tourne un peu. Il y en a partout, hein. On va de l'autre côté là-bas ou partout il y en a. Oui, c'est répandu. Ça se vend sur Snapchat. Ça se vend sur Snapchat et les gens ils achètent, voilà. Pathétique. C'est terrible, hein. C'est pathétique. Le lobby du tabac, c'est pathétique. Non, c'est et dramatique. il y a presque 2 fois plus de nicotine dans ces billes que dans une cigarette. Donc ça crée une addiction encore plus forte. Parce qu'il n'y a que de la nicotine, il n'y a aucun tabac dedans. Mais comment on peut laisser ça en vente Déjà, il y a eu les puffs, ces petites cigarettes que les jeunes fumaient qui ont été interdites. Je ne sais pas où pour ça l'instant, en est. les puffs sont... Je vais dire une bêtise, alors je ne vais rien dire. Pour l'instant, c'est en vente. Je crois que ça devait être interdit. Mais sinon, l'arabe dans le poste sur TMC hier a fait 652 000 téléspectateurs, 3% de part de marché, précédé par Laurent Gérard sur C8 avec 700 000 téléspectateurs, 705 000. Et c'est une cata pour BHL avec son document L'Ukraine au cœur qui a rassemblé 700 000 téléspectateurs. C'était irregardable, franchement. C'était irregardable. À la femme de musique que vous êtes, je ne sais pas si vous regardez les talent shows. Hier, il y a eu de l'émotion sur M6 avec un jeune chanteur qui s'appelle Cobalt, qui était dans Incroyable Talent. Il faut noter qu'Incroyable Talent est la seule émission qui laisse la possibilité aux gens de présenter leur composition et pas faire ce qu'on appelle des reprises. Cobalt a écrit une chanson après sa rupture. Le jury a été touché. Guitare-voix. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Faut pas le dire. Vous êtes à l'antenne. Non, je trouvais que son aigu déraillait un peu. Mais alors j'ai fumé hier. Il a une voix de contre-ténor. Mais il y a toujours le manque car je danse sur la transe mais t'es pas là à côté. J'avais cette envie immense de continuer la romance et de ne pas tout planquer. C'était trop tôt et je sais que je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir. À chaque musique, chaque morceau, vous êtes... celui-là était juste. Le premier, c'est le track. Ça vous plairait de faire partie d'un jury de moi? Oui, parce que j'aurais des choses à dire. Parce que je trouve qu'ils sont tous un petit peu comme ça... C'est-à-dire un petit peu comment? On a un peu l'impression parfois qu'ils se sont un peu entendus avant, que voilà. Vous seriez incroyable. Ce serait une super. Vous accepteriez de le faire ou pas? Absolument. Moi, ça m'amuserait beaucoup. Moi, je trouve que ce serait formidable. Une aventure de plus pour le tome. J'ai passé ma vie à auditionner des voix. Absolument. Donc je connais ça très bien. Ce sera pour le tome 2 c'est vrai que c'est amusant. De vos mémoires. On se retrouve dans un instant avec Ève Ruggieri. Au cas où je mourrais, ce sont vos mémoires, une partie de vos mémoires chez Flammarion. C'est un livre qui est, contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre, extrêmement joyeux et drôle. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média,
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est la merveilleuse Ève Ruggieri. Pas toujours, hein, merveilleuse. Si, vous avez accompagné quand même toute une génération de Français, que ce soit sur France Inter avec vos portraits. Ève raconte. Vous avez été à la télévision pendant de très nombreuses années. On a évoqué Musique au cœur. Et vous avez écrit de très nombreux ouvrages aussi, des biographies. Oui. Et là, cette fois-ci, c'est la vôtre. Ce sont vos souvenirs que vous racontez. Qui vous a convaincu de le faire et pourquoi? Mon éditeur. Ouais. Voilà, Guillaume Robert, chez Flammarion, m'a dit, vous racontez toujours la vie des autres, peut-être vous pourriez raconter la vôtre. Je dis jamais de la vie. Et comme il est très persuasif, je me suis lancée timidement. Hein. Je raconte pas tout. Non, vous racontez pas tout. Je le dis pour nos auditeurs, ce sont des petits chapitres très différents les uns des autres, de rencontres qui ont marqué votre vie ou d'événements. Vous racontez l'arrivée de votre fille. Hein. Vous vous êtes rendu compte à 5 mois que vous étiez enceinte et c'est même. Et vous ne le saviez même pas. Je suis très distraite. Voilà. Donc il y a des épisodes comme cela et puis il y a ces rencontres fabuleuses. Oui. J'ai eu beaucoup de chance. Oui, la chance. Mais un peu dans tous les domaines d'ailleurs, parce que les gens m'attendent beaucoup dans la musique classique. Et en fait, je parle de beaucoup d'autres personnalités qui n'ont rien à voir avec la musique classique, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, et avec lesquels j'ai tissé des liens d'amitié. Et c'est vrai, ça enrichit la vie. Et au cas où je mourrais et que je serais au paradis, j'aimerais retrouver qui? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est vraiment quand on me demande... Je parle professionnel, hein, évidemment. Professionnellement, alors Beethoven. Ah. Il était très sexy. Vous lui diriez c'est vrai. Il était beau. J'ai dit ça un jour sur cette excellente radio aussi, qui est Radio Classique. J'ai dit, voilà, si je devais choisir un copain, je choisirais Mozart et un amant, Beethoven. Ah. Et j'ai reçu une lettre d'un monsieur très, très digne qui a dit, Madame Ruggieri, comment parlez-vous sur une antenne où les enfants peuvent écouter? Je dis, vous savez, maintenant, les enfants, un amant, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Et vous lui diriez quoi à Beethoven au paradis? Ah, je lui dirais qu'il a métamorphosé ma vie, comme d'ailleurs Jean-Sébastien Bach, Mozart, mais pas seulement, Ravel. Je peux écouter Ravel pendant des heures entières, c'est tellement... Mais vous les connaissez tous, ces morceaux? J'en connais beaucoup, oui, mais vous savez, il arrive un moment où on en a tellement écouté que de temps en temps, je me rappelle, on m'avait fait un blind test, ce qui est une chose épouvantable. Et d'ailleurs, moi, je panique dès qu'on me demande de reconnaître et même les personnages. Et on ne sait plus. On se dit qu'est-ce que c'était ça. Puis d'un seul coup, on se dit oui, c'est le final du concerto italien de Bach. Mais il y a un moment où tout se mélange un peu, parce qu'en plus, là, j'ai réécouté beaucoup de choses, parce que j'en parlais dans le livre, un petit peu quand même. Donc, je sais pas, oui. Richard Strauss, j'ai une passion pour Richard Strauss. C'est Chevalier difficile. à la Rose, hein. C'est génial. Difficile de choisir. La femme pressée, c'est le surnom que vous a donné Jean-Louis Guillot, qui était le PDG de TF1. Et vous avez animé effectivement cette émission qui était les rendez-vous du dimanche, qui n'avait pas grand-chose à voir. Ah non, j'y connaissais rien du tout. Et on vous a donné... J'avais pas envie de... Oui, c'est ça, tout le monde voulait remplacer Michel Drucker, sauf moi. Donc j'ai dit à Jean-Louis Guillot, qui venait de la marine, avait été officier de marine assez sévère, comme ça. Il y avait une brosse bien taillée, comme ça. Et j'ai dit, écoutez, je vais réfléchir, donnez-moi 15 jours. Il m'a dit, vous avez 48 heures, tout le monde veut le faire, sauf vous, alors arrêtez. Donc je suis rentrée à la maison en disant, je sais pas, et tout le monde m'a dit, comment tu sais pas, mais il faut le faire, vas-y. Et puis j'ai appris les cachets de Michel Drucker. Je me dis, oui, dans le fond, c'est pas bête. Parce que la musique classique, on gagne pas beaucoup d'argent. Et donc cette aventure a duré, pardon Gilles, 1 an. Oui, alors la première a été désastreuse, j'avais un trac fou, et j'étais à côté de cet homme, comédien magnifique, dont je ne me rappelle plus le nom, vous voyez les noms et moi, qui me regardait un peu apitoyé devant mon trac. Devant votre trac. Voilà. Puis c'est quand ça a commencé à marcher très très bien, que des groupes m'appelaient en me disant, Madame Ruggieri, d'abord il m'engueulait parce que à l'époque il n'y avait pas le téléphone à la campagne, sauf chez le forgeron. Et on me disait qu'un monsieur d'Esgropès, et moi ça me disait avec l'accent gascon, donc je n'étais pas allée. Il m'a dit, voilà. Je viens d'être nommé président. Vous parlez justement dans ce petit chapitre, La femme pressée, des critiques.
qui était terrible. Télérama vous allumait Chancel et des groupes. Un jour vous avez dit mais pourquoi vous entêtez-vous à leur adresser vos émissions, qu'ils les regardent comme tout le monde à la télévision, et s'ils ne les aiment pas, qu'ils ne les regardent pas. Et donc à partir de ce moment-là, vous n'avez plus envoyé les émissions. Non, j'ai arrêté, ça n'a rien changé au sondage. J'en ai déduit que les lecteurs de Télérama ne partageaient pas forcément l'avis de leurs critiques. Ou vous n'avez pas forcément la télé. Comment vous expliquez l'image des ténors qu'on voit toujours avec une grande cape, qu'on les voit toujours capricieux? Est-ce que c'est la réalité? Pourquoi les ténors, on a l'impression qu'ils sont intouchables, capricieux, qui font je veux ça, je veux ci dans ma loge? Mais les sopranos aussi, les coloratours, surtout qui ont ces voix aériennes, pour la Reine de la Nuit par exemple, avec des aigus stratosphériques. Je crois que c'est pas des caprices. Moi, j'ai travaillé quand même presque 50 ans avec eux. Et c'est tellement difficile. On a pour instrument 2 petits morceaux de chair de part et d'autre de la gorge qui sont fragiles comme c'est pas possible. On peut pas fumer, on peut pas boire d'alcool, on peut pas se mettre au soleil avant de chanter, etc. Et ils sont jamais sûrs qu'il n'y aura pas une microscopique goutte de salive qui va tomber sur la corde vocale et couper net le son. Et contrairement à ce qui se passe avec les instrumentistes, ils ratent une note, personne ne siffle. Un chanteur rate une note, il se fait insulter par la salle. Parce qu'il y a une telle relation, c'est de la chair à la chair. C'est-à-dire, vous transmettez votre instrument qui est dans votre gorge à celui qui vous écoute en face et qui a le même instrument, mais dont il ne sait pas se servir. Et il y a une magie qui s'installe, et quand c'est cassé, eh bien, les gens ne supportent pas. Qu'est-ce qu'ils demandaient dans l'horloge de musique au cœur? Est-ce qu'il y a eu des demandes incroyables comme on connaît les stars américaines? On a tout eu. Jessie Norman, qui pour moi était la grande voix de ce 21e siècle, nous a demandé un jour de repeindre la loge en jaune. Donc, oui, on n'avait pas le temps, parce qu'à plus l'odeur, elle nous aurait dit qu'elle ne pouvait pas y rentrer, parce que c'était pas bon. Donc on a acheté du papier crépon jaune, on a tapissé, elle est arrivée, tout était jaune, même le bouquet de fleurs. Ah si, elle était contente quand même. C'était un test. Et il y a eu quoi d'autre? Avec Jessie, plein de choses. Elle m'a réveillée, on faisait un festival à Marrakech en pleine nuit pour avoir un humidificateur d'air. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux appeler? J'ai appelé le coiffeur qui me fait, oh non, nous on n'a pas ça du tout. Mais je lui dis, vous avez rien qui ressemblerait? Il me dit, si, il y a un truc pour dilater la peau, pour un nettoyage de peau. Mais ça peut pas durer longtemps, il faut vite éteindre. Donc je lui ai remis ça. Elle m'a dit, oh thank you, Eve, so good. Bon, bref. Et le lendemain matin, il était cramé, donc il n'y a pas eu de nettoyage de peau à la Mamounia pendant une semaine. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec Ève Ruggieri et ses mémoires au cas où je mourrais chez Flammarion. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gand, le supplément média. Le supplément média avec toujours notre invité Ève Ruggieri pour cette biographie au cas où je mourrais. Ce sont vos mémoires formidables, là aussi cadeau de Noël idéal. Oui, c'est vrai, c'est ce que je me suis dit. Mais franchement, c'est que ça peut amuser les adolescents et les parents. Et je pense que c'est plutôt des gens qui ont des souvenirs avec vous. C'est pour je pense que tous ceux qui ont écouté, mais il y a des choses. Enfin, pour les adolescents ou les jeunes adultes, c'est vrai que c'est une vie tellement incroyable et racontée avec encore une fois cette plume d'une légèreté et totalement pétillante comme vous êtes. C'est vrai que vous avez rencontré des gens, Monterland, vous avez déjà raconté cette histoire, mais c'est vrai que vous étiez jeune, toute jeune assistante. Ah oui, j'étais assistante de Chancel. Et donc vous vous retrouvez, il y a une interview qui se passe mal, Chancel claque la porte. Il est arrivé en retard, voilà. Et d'apparence, cet immense écrivain n'était pas très sympathique, il était presque aveugle. Donc j'entendais qu'il faisait les 100 pas dans l'entrée et Chancel n'arrivait toujours pas, donc il a fini par arriver. À un moment, il lui a posé une question un peu sur l'homosexualité qui lui a déplu. Enfin, je sentais bien que tout ça. Puis au moment, Monterland s'est levé, a dit bien merci beaucoup. Et Jacques lui dit mais il nous reste un quart d'heure. Il lui a dit mais monsieur, vous êtes arrivé avec un quart d'heure de retard. Pour moi, c'est terminé. Et il s'est levé, il est sorti. Et Jacques, fou de rage, a repris son manteau, tout ça. Il est parti en claquant la porte. Moi, je me suis retrouvée avec le technicien. On était tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Le technicien du bon, moi, je le connais pas. Il a rangé ses affaires, il est parti. Moi, je me suis dit, je reste pour dire au revoir, qu'il y en a au moins un.
Et au bout d'un moment, il venait pas. Donc, dans ce petit salon, je regardais. Par terre, il y avait des petites statues grecques, romaines, magnifiques. Il y avait un buste d'un enfant, d'un amour, sans doute. Et je le prends dans mes mains. Juste au moment, la porte s'ouvre et Monterland apparaît. Et il voyait pas bien. Donc, il me dit, qu'est-ce que vous tenez dans vos mains, là? Je dis, je pense que c'est un petit buste romain. Et il me coupe la parole et il me dit, vous aimez ça? J'ai dit, oui, c'est magnifique. Il me dit, gardez-le. Et moi, comme une idiote, la bonne éducation, en faisant des manières, je dis, écoutez, ça me gêne beaucoup. J'avais pas fini de dire beaucoup qu'il avait déjà repris en me disant, très bien. Eh bien, une autre fois, comme ça vous apprendra à dire ce que vous pensez. Et vous avez gardé cette leçon et je me suis dit, mémoire. D'ailleurs, je le dis en avertissement au lecteur. Maintenant, je dis oui. Sachez-le. Et alors, dans les rencontres, il y a Edmond de Charleroux. Là, c'est aussi toute une histoire. Parce que vous décrivez quand même une histoire femme, incroyable. Vous avez failli vous faire virer, hein? Non. Elle a demandé votre tête. Ah oui, mais c'était bien avant. Oui, ça. avant. Entre-temps, on était devenus amis, etc. Et là, on était à Aix, dans son ravissant théâtre. On attendait le début de l'opéra. Et on voit rentrer un couple de jeunes avec un garçon et une fille qui avait, elle, un bandeau sur les yeux. On voyait que c'était taché un peu de sang. Et évidemment, tout le monde compatissait. Mon mari se déplace pour laisser sa place. Et j'étais juste derrière Edmond. Donc je me lève et je vais m'asseoir sur les escaliers qui descendaient là vers la scène. Et on bavarde avant que la lumière s'éteigne. Et à un moment, j'entends la voix très, très, très forte de cette jeune fille qui dit « N'êtes-vous pas Madame Charleroux ?» Et Edmond, telle une duchesse, se retourne sans bouger les épaules, juste la tête, et lui dit « Oui, je le suis », avec sa belle voix grave. Ouais. Et l'autre lui dit « Ah, mais je vous connais très bien parce que j'ai été longtemps la maîtresse de votre mari. » Toute la salle pétrifiée, parce que ça avait vraiment traversé toute la salle. Ouais. Edmond, immobile, et à ce moment-là, Dieu merci, la lumière s'est éteinte. Très et à l'entracte, Edmond se retourne vers moi et me dit « Ève, trouvez-moi qui c'est, je veux savoir qui c'est. » Je lui dis « Mais je ne connais pas plus que vous, débrouillez-vous. » Et en fait, on a appris, pas ce soir-là, mais bien plus tard, que c'était un couple de gamins qui s'amusaient à faire ça, et qui en profitaient pour se mettre derrière les officiels pour dire n'importe quoi sur eux. C'est drôle. C'est génial. Mais ça, c'est-à-dire que les faits, à l'entracte, tout le monde parlait de l'histoire de l'opéra et avait disparu. À un moment, vous avez été à la direction de France 3, vous avez dirigé... France 2. France 2. Est-ce que ça vous a donné un autre regard sur la télévision? Est-ce que... vous avez eu des gens qui venaient demander tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez regretté d'avoir un poste à la direction qui vous a mis... J'ai surtout regretté d'avoir accepté. Oui, c'est ça. Parce qu'autant la radio, j'ai dirigé les programmes de France Inter aussi. C'est comme ici, je veux dire, vous écoutez une interview, vous apercevez qu'on ne sait pas qui parle. Vous prenez votre téléphone de directeur, vous appelez le studio, vous dites, j'aimerais bien savoir de qui tu parles là. Donnez le nom. Prononce son nom, et puis c'est fait. À la télé, ça n'en finit plus. C'est des dossiers sur des dossiers. J'arrive à 6h le matin. J'avais déjà une pile de dossiers à signer. Et je me suis aperçue, moi je fais pas de politique. J'ai des opinions, évidemment, comme tout le monde. Mais mes parents disaient toujours, quand on est musicien, on fait pas de culture parce que c'est toujours le budget le plus bas. Donc, et je me suis aperçue que c'était quand même très politique, qu'on le veuille ou non. Et puis voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'à votre époque... Je me suis fait piéger, voilà. Et qu'à votre époque, à France Télévisions, les politiques étaient très interventionnistes? J'ai jamais eu d'appel. Je ne vais pas dire ça. Mais vous savez, il y a... On se propose, c'est-à-dire que les gens qui étaient là s'étaient proposés d'eux-mêmes. On les avait pas appelés pour leur dire voilà, parce qu'ils avaient envie de défendre leurs opinions. Et donc c'était très compliqué. C'était tellement compliqué qu'au bout d'un an, j'ai donné ma démission. Je suis allée voir le directeur général qui ne m'avait jamais écouté, qui n'avait jamais pris un de mes projets. J'avais réussi. Mais non. Jamais. J'avais réussi à faire coproduire pour les films. Dieu merci. J'avais fait l'Abbé Pierre, il en sort un nouveau là qui a l'air très bien. J'avais fait sur le Castra, enfin des films qui ont tous très bien marché. Mais pour les programmes, c'était si j'avais ramené la seule chose que j'avais fait avec le journal, c'était de refaire une émission d'information. Mais sinon, j'ai rien pu faire et qu'il m'a dit alors qu'est-ce que vous voulez en dédommagement? J'ai dit je veux rien puisque j'ai rien pu faire. Et toute la télévision m'est tombée sur le dos en disant mais qu'est-ce que tu es
c'est pas l'expression conne. Toutes celles et tous ceux qui sont partis ont touché quelque chose de dédommagement. Qu'est-ce qui te prend? Pareil à la maison. Je suis arrivée très fière de moi. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu es bête. Vous avez refait le coup de la statuette. Voilà. Mais je vais vous dire, pas tiré la leçon de la statuette. Je pense que ça m'a valu auprès des services financiers, entre autres, qui m'ont dit pareil, mais quelle bêtise. Ça m'a valu une longévité que je n'aurais peut-être pas eue si j'étais partie avec une grosse somme d'argent pour avoir pas travaillé pendant 1 an. Mais bon, voilà, ça me paraissait aller de soi. Dans le livre, on croise évidemment Vladimir Horowitz, Luciano Pavarotti, la Calas. Alors la Calas, je l'ai malheureusement... Vous l'avez pas connu, mais ça fait partie des personnages qui vous ont marqué. Oui, ça m'a beaucoup intéressée parce que personne n'avait pensé à faire le parallèle avec Renata Tebaldi, qui était sa rivale. Et quand on regarde leurs 2 vies, elles auraient pu être amies très intimes. Elles ont eu les mêmes drames, les mêmes chagrins, la même brillante carrière qu'à un moment ou un autre, évidemment. C'est terrible quand on peut plus chanter. Tous les ténors et tous ces personnages-là, ils sont très malheureux en amour, en fait. Oui, parce que ça prend tout. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les instrumentistes sont peut-être moins pris par ce métier de chanter. C'est un tel problème. Donc, moi, j'ai une immense admiration pour eux, parce que je me dis, comment peut-on réussir à mener une vie où on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose que de son art? En général, on n'a pas d'amant ou de maîtresse, on n'a pas d'enfants ou on les voit jamais. Voilà. Ouais, il y a eu une grande rencontre qui est celle de Pierre Cardin aussi. Oui. Et vous continuez, voilà. Il me manque tellement. Qu'est-ce que vous dites? Pierre. Et vous continuez à vous occuper du festival de Lacoste? Alors j'y vais. Non, j'y vais moi maintenant parce que pendant, je crois que ça a duré 20 ans, 22 ans. J'ai monté pratiquement tous les opéras de Mozart, et pas seulement, on a monté des choses Puccini, Verdi, on a fait une programmation merveilleuse avec toutes les plus grandes stars, mais aussi les débutants, tous ceux que j'ai fait débuter. Et ça, c'est un plaisir aussi. Oui, ça a été, en tout cas, vous le dites et vous lui témoignez de beaucoup d'affection. Et aujourd'hui, vous continuez à aller à Aix-en-Provence, Salzbourg, vous dites. Oui, bien sûr. Et je fais beaucoup de voyages culturels aussi en Italie, avec Intermed, qui sont des gens formidables. Et quel est le secret de votre forme? Parce qu'on peut le dire, vous avez 84 ans. Je crois que j'ai jamais rien fait d'excessif. J'ai jamais fumé. Si j'ai bu peut-être un petit peu trop de champagne. Mais ça, c'était lié à mon baptême. Voilà. Donc, au champagne. Mais c'est vrai que vous êtes incroyablement en forme. Mais j'ai jamais fumé de ma vie. Oui, il y a des gens comme vous êtes dans le showbiz. Ça se fume pas, ça se renifle, non? Oui, ça dans le milieu classique, il n'y a pas beaucoup de drogue. Pas beaucoup de non, mais on peut pas. Comment voulez-vous ça escane. Moi, j'ai connu des gens qui avaient, comme on dit, le nez dans la cocaïne. D'abord, ils perdent leurs dents. Enfin, c'est une catastrophe. Et puis, il y a une addiction. Et comment faire après, enfin. Moi, tout ce qui pourrait me devenir indispensable, je suis toujours très méfiante. Ouais. Beaucoup de souvenirs, j'imagine qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Oui, mais il y en a que j'ai pas osé écrire. Lesquels? Dites-nous, lequel par exemple? Allez, un petit secret, un de ceux que vous n'avez pas osé écrire, parce que ça concernait quoi? Non, mais c'était parfois dans ma vie privée et pour pas faire de mal aux personnes qui sont concernées, je suis pas, j'ai pas envie de blesser les gens. Mais ça m'a d'ailleurs dans mon travail, parfois ça m'ennuie de pas oser poser des questions. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on pousse trop de statistiques. Moi, j'ai eu une chose formidable, c'est que il y avait pas de réseau. Voilà, il y avait pas de réseau, il y avait pas de portable quand j'ai débuté. On écrivait des lettres. Moi, je me rappelle à 18 ans, oui, mon premier amoureux, mais j'étais là, je dormais pas de la nuit, on me disait, je bondissais sur le facteur, j'agressais le facteur. Voilà, c'était des moments... l'attente, on dit que le plaisir, c'est l'attente du plaisir. Ça se négocie. Oui, ça se négocie. Mais grosso modo, il y a du vrai. On attend le tome 2, je suis toujours pas morte.
Ah non, toujours pas. C'est le bon titre, c'est un bon titre. C'est un bon titre. Toujours là. Toujours là. Toujours là, oui. Donc on attend le tome 2. En tout cas, celui-ci est très très réussi. Au cas où je mourrais, sont vos mémoires qui paraissent chez Flammarion. Petit chapitre, encore une fois, très enlevé, des rencontres. Ça fait 3-4 pages maximum. Et les choses que j'ai ratées. Moi, je trouve qu'il ne faut pas hésiter dans ces cas-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez raté? Entre autres, le théâtre.